Vous avez la flemme de vous taper un livre de 400 pages? Ou bien votre professeur d'histoire vous gonfle? Alors je vous souhaite la bienvenue dans History Time. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette période est très riche en éléments. Ainsi, si je ne veux pas que cette vidéo dure 2h30, je vais devoir faire l'impasse sur certains détails. Je compte sur votre compréhension, merci. Nous pouvons donc commencer cette vidéo. Il faut savoir que le terme Meiji vient de l'empereur portant le même nom. À savoir que le nom de Meiji ne lui a été accordé qu'à titre posthume, son nom d'origine étant Mutsuhito. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour la prononciation de ce nom japonais. Meiji signifie littéralement gouvernement éclairé, et on ne peut s'empêcher de remarquer une similitude avec les despotes éclairés du XVIIIe siècle en Europe. Avant l'ère Meiji, le Japon était un pays pratiquant une politique isolationniste. Autrement dit, ses contacts se limitaient à quelques échanges officiels avec la Corée et la Chine. Cette période fut nommée Sakoku et s'étala sur 250 ans. Cette période commença lorsque le shogun, qui était le chef politique du Japon à l'époque, donc le shogun Tokugawa arriva au pouvoir. Ses descendants dirigèrent donc le Japon pendant 250 ans, car durant cette période, l'empereur n'avait aucun pouvoir politique, était plus là pour l'image qu'autre chose. Il était entre autres le chef religieux du pays. Si la période du Sakoku fut caractérisée par une relative prospérité économique et une paix relative, ce petit paradis paisible prit fin lorsque le gouvernement américain chargea le commodore Perry d'obtenir l'ouverture des routes commerciales. Fidèles comme toujours à leur politique pacifique en matière de commerce, les Américains envoyèrent des navires de guerre au large du Japon, près de la baie de Tokyo, et le commodore menaça alors le shogun de bombarder la ville si celui-ci ne coopérait pas. À titre de comparaison, voici un navire japonais de l'époque, et voici le navire américain de l'époque. On peut dire que le combat aurait ressemblé à ça contre ça. Les autres pays européens, ayant remarqué la brèche ouverte par les Américains, se sont tous empressés de s'engouffrer dedans. Au fait, je ne ferai pas d'analogie entre les ports japonais et les mers de certains, rassurez-vous. Pour revenir au sujet, le gouvernement militaire, voyant la supériorité écrasante de l'Occident, fut contraint de signer toutes sortes de traités, qu'on a appelés plus tard traités inégaux. Suite à cela, le gouvernement shogunal perdit la confiance d'une grande partie de la population. En 1867, le shogun abdique, sans laisser de successeur désigné, se justifiant par sa volonté à ce que le pays s'ouvre au monde. Cela donne l'occasion au jeune empereur Mutsuhito, âgé de 15 ans à l'époque, de supprimer définitivement le shogunat en proclamant que désormais l'empereur régnerait également en politique, déclenchant alors la guerre de Boshin, dans laquelle près de 300 000 Japonais perdirent la vie. Et dire que moi à 15 ans j'étais même pas foutu de passer le BSR. Par conséquent, cette révolution, si on peut la qualifier ainsi, se distingue de l'idée générale que nous, Français, avons de la révolution. Celle-ci est en effet venue, si on peut dire, du haut, et le peuple n'a pas fait sauter la tête du roi. L'ère Meiji commence donc officiellement le 23 octobre 1868 et symbolise l'entrée du Japon dans l'ère industrielle sur fond de lutte pour la survie. Cette modernisation était en effet capitale pour pouvoir lutter contre les appétits des colonisateurs et éviter de tomber sous leur joug, comme la Chine le fut. Toujours dans cette année 1868, la charte du serment est rédigée et elle est considérée par beaucoup d'historiens comme étant la première constitution écrite du Japon. Elle met en place un petit processus de démocratisation et abolit totalement le shogunat. Suite à cela, de nombreuses réformes virent le jour, bien trop nombreuses cependant pour que je les passe toutes en revue. Cependant, pour résumer, une nouvelle constitution verra le jour, instaurant le suffrage censitaire, l'école pour tous, le passage au calendrier grégorien, la création de partis politiques, la création d'une justice indépendante, l'application du système métrique, la création du yen, et j'en passe. Cependant, l'une des plus grandes représentations de la rupture avec l'ancien monde est l'abolition de la caste des samouraïs, déclenchant la révolte de Satsuma, illustrée dans le très bon film Le Dernier Samouraï. Non, je déconne, ce film est un viol de l'histoire, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Cependant, malgré ces réformes, le pouvoir restait dans les mains de l'empereur et le régime restait très autoritaire. La modernisation du Japon s'est également entreprise dans le domaine militaire, dans le but de contrer l'hégémonie européenne, et cela se verra lors de la première guerre sino-japonaise en 1894, dans laquelle le Japon triompha très facilement. Cependant, la plus grande représentation de cette modernisation se verra lors de la guerre avec la Russie, en 1904,
qui voit le Japon triompher. C'est en effet la première fois qu'un pays occidental perd une guerre contre un pays d'un autre continent depuis le XVIIIe siècle. Dans sa course à la colonisation, le Japon annexera Taïwan en 1895 et la Corée en 1910. L'ère Meiji prend fin en 1912 avec la mort de l'empereur. La modernisation du Japon a pour ainsi dire été fulgurante et plutôt impressionnante, passant d'un pays féodal et en retard technologiquement à un pays pouvant concurrencer les nations européennes dans leur course à la colonisation. La transition ne s'est pourtant pas faite en douceur, mais pourtant il a réussi à conserver certaines de ses traditions en y ajoutant les méthodes occidentales, passant d'une économie tournant principalement autour de l'agriculture à une forte économie industrielle. Cependant, le Japon s'est très vite rendu compte que son territoire ne suffisait plus à produire toutes les ressources dont son économie avait maintenant besoin, ce qui l'a poussé à aller les chercher en colonisant d'autres pays d'Asie. Cette politique expansionniste introduit la politique de l'ère Showa, axée sur les ressources à tout prix et lançant, à terme, le Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons cependant cette période dans un autre épisode d'History Time. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura instruit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à partager la vidéo, cela me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans History Time.